Voilà, donc chère Isabelle, parmi nos intervenants d'aujourd'hui, vous êtes sans doute celle qui démontre magistralement comment et pourquoi la technologie n'est jamais aussi brillante que quand elle rend service à l'humain, et non l'inverse. En fondant la société Scanlit, dont vous êtes aujourd'hui la dirigeante, vous avez tout de suite fait taire les mauvaises langues, en prouvant que l'IA est un formidable outil de progrès et non un facteur de régression. Il suffit de la prendre par le bon bout et pour ce qu'elle est vraiment. Depuis Socrate, en passant par Pic de la Mirandole, Erasme, Descartes, Bergson, Einstein, Morin, qui nous a quittés récemment, et tant d'autres, nous savons que l'important n'est pas de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve. L'IA, telle que vous semblez la voir, serait donc une puissante mécanique permettant justement de savoir où tout se trouve. Alors, pillage de la raison ou enrichissement du savoir, vous avez la parole. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Donc, on m'a proposé ce sujet, je l'ai trouvé très intéressant. Donc, j'ai surfé sur ce questionnement. Donc, je suis un petit peu ambidextre intellectuellement puisque je représente à la fois Scanlit, une start-up académique, c'est une spin-off académique basée sur mes recherches académiques. Oui. Donc, je suis à la fois la dirigeante de Scanlit, mais je suis toujours professeure émérite à Schema Business School. Et je continue toujours à produire de la recherche et à publier en recherche. Donc, je dis que c'est une espèce de schizophrénie entre l'aspect chercheur de ma personnalité, qui est quand même ma vraie inclination personnelle, et le côté entrepreneurial, dans lequel j'ai été un petit peu poussée par la force des choses, puisque notre start-up est née pendant le Covid. C'est un programme de recherche que j'ai lancé maintenant il y a 14 ans. Et au début du Covid, des médecins sont venus à nous pour qu'on les aide, parce qu'ils étaient noyés sous une masse d'informations qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser. Bien sûr, mon équipe de recherche et moi-même, nous nous sommes mobilisés. Nous avons créé une association sans but lucratif, BIBREV. Et à la suite de cela, le gouvernement français a proposé de subventionner nos recherches, mais seulement si on montait une start-up. Donc nous avons monté une start-up qui s'appelle Scanlit, Scanner la littérature, et elle a été créée en 2022. Ça marche avec ça. Ok. Alors, je voulais m'arrêter 2 secondes sur la petite photo que j'ai mise là. Il y a beaucoup de questionnements actuellement. C'est est-ce que l'IA va remplacer l'humain? Beaucoup d'experts se remettent en cause et disent qu'est-ce qu'on va faire demain si aujourd'hui notre expertise est prise en main par l'IA? Est-ce que la machine va vraiment remplacer l'homme? C'est le questionnement. Beaucoup de gens sont très inquiets aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut s'arrêter 2 secondes. Il y a différents types d'IA. Il n'y a pas un seul type d'IA. Alors, déjà, il y a les IA qui vous permettent d'améliorer vos compétences et vos aptitudes. En aparté, je ne savais pas ce que présentait ma collègue Bernadette, elle ne savait pas ce que je présentais. C'est très intéressant de voir comment nos présentations se rejoignent à plusieurs endroits. Donc, ces IA nous permettent d'améliorer nos compétences et nous permettent d'apprendre, nous, humains. Un super exemple, c'est Yann Mardenborough, qui en fait était un addict des jeux vidéo pour simuler la conduite en Formule 1 et qui est devenu pilote automobile professionnel sans avoir réellement appris, excepté sur une machine. Par contre, il y a aussi des IA qui ne font que remplir une fonction. Par exemple, les véhicules intelligents qui nous amènent d'un point A à un point B, ne nous apprennent rien. On n'a même pas besoin de savoir le meilleur trajet, comment conduire, quoi que ce soit. Ils servent simplement une fonction et nous n'apprenons rien. Okay, donc déjà, il y a ces 2 types d'IA très très différentes. Alors ensuite, si on part sur le côté un petit peu plus technique, un peu plus scientifique, il y a les IA qui sont basées sur des règles mathématiques. Ces règles sont faites par des experts d'un domaine donné et sont codées par des ingénieurs informatiques. La machine ne peut pas se tromper. Ce sont des règles mathématiques. Et ce sont les experts
qui disent à la machine quoi faire. Et on utilise tous des systèmes experts aujourd'hui. Un exemple simple, c'est votre banquier quand vous allez demander un emprunt pour acheter une voiture, une maison, ce que vous voulez, et qui va passer vos données, vos datas, dans un système expert financier. Et c'est le système expert financier qui, une fois qu'il a basé sur les règles définies par les experts financiers, hein, pas par la machine, qui va résumer pour votre fondé de pouvoir si oui ou non votre crédit est intéressant. Les traitements de texte, ce sont des systèmes experts. Voilà, les formules sur Excel, il y en a plein. Vous en utilisez tout le temps. Donc, ces systèmes, ces IA, même si on ne les appelait pas forcément IA à l'époque, ce sont des intelligences artificielles, on les baptise symboliques ou traditionnelles, mais ce sont des IA. Maintenant, il y a un deuxième type d'IA qui sont basés sur de l'apprentissage machine. On va nourrir la machine avec des données massives. Vous savez, les fameux big data. Et on va dire à la machine, voilà, tu as des milliards de données, débrouille-toi avec, trouve-moi, alors j'oublie toujours le mot en français, des patterns, des modèles, voilà, modélise-moi des relations de cause à effet dans toutes ces données. Patterns, ok ? Et bien sûr, ça va être sous la supervision humaine et avec différents types d'apprentissage. Okay, mais là, ce sont les machines qui définissent les algorithmes. C'est pas la même chose. Hein. Et les humains arrivent derrière pour corriger éventuellement la machine. Okay, donc là aussi, on en connaît un certain nombre, même si on sait pas, enfin, on les catégorise pas comme ça. Mais vos correcteurs d'orthographe, hein, vous savez, qui ont été rajoutés sur les traitements de texte, on a nourri la machine avec les grammaires, les orthographes de toutes les différentes langues. Et puis, voilà, c'est ça qui nous corrige. Hein. Voilà. Alors, par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la machine, elle ne fait rien toute seule. La machine, elle ne va agir qu'en fonction de ce que l'humain lui donne. Ce n'est pas une machine qui va tout d'un coup se réveiller et dire « Coucou, c'est moi, je viens corriger votre orthographe. Hein ». Non. C'est en fonction de ce que l'humain a bien voulu enseigner lui-même à la machine ou fournir à la machine. Très important. Et moi, je vois plus cette révolution que nous en sommes en train de vivre, en aparté, je vois plus cette révolution que nous sommes en train de vivre comme la mise en réseau de notre intelligence commune qu'autre chose. Moi, je suis plutôt positive, même si je vois beaucoup les effets négatifs, c'est pas un problème, mais c'est à la mesure de ce qu'on donne à la machine. Très bien. Alors, j'ai voulu m'amuser un petit peu. Et je vous ai extrait quelque chose d'un cours quelques slides d'un cours que je faisais il y a maintenant 10 ans. Okay, Deep Dream. Le code de Deep Dream a été rendu en open source, enfin en open access, open source et ouvert à tous les développeurs pour complémenter avec leurs propres ajouts, leurs propres intelligences humaines, tout ce qu'ils voulaient. Ok, ça a été rendu ouvert en 2014-2015. Alors c'était un programme de traitement des images qui avait été développé à l'origine par Google. Okay, et l'idée d'origine, c'est d'apprendre à la machine à classifier les images. C'est-à-dire tout ce qui est chien sont des chiens, tous les chats sont des chats, les humains sont des humains, etc. Donc on nourrissait la machine avec des millions d'images et puis après on sortait une nouvelle image et on la nourrissait dans la machine, qu'elle ne l'avait pas encore vue, on lui disait c'est quoi. Okay, alors, malheureusement déjà à l'époque, il y avait eu un grand tremblement parce qu'il y avait des hallucinations. Et moi je m'étais amusée à l'époque quand je faisais cours sur le sujet, à montrer quelques images à mes étudiants. Alors, ça, c'est une image, vous allez voir, il y en a d'autres qui arrivent. Ça, c'est une image simple. Alors, un ciel avec des nuages donné à la machine. Alors là, vous ne voyez pas, mais vous allez voir dans une seconde. La machine avait été nourrie par des images d'animaux, mais pas de ciel. Okay, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Ben, voilà ce que la machine voyait. Elle voyait des espèces d'animaux bizarres, un chien poisson, un chameau oiseau, un cochon escargot. La machine hallucinait. Déjà il y a 10 ans, c'est pas nouveau les hallucinations. Ok ? Un petit peu encore. Une machine qui ne savait pas ce que c'était qu'un humain, qui avait été nourri avec des images différentes, bah, elle voyait ça. Un tableau de Van Gogh, réinterprété par la machine à l'époque, avec des espèces de poissons, d'oiseaux bizarres. Ok ?
Pire, une assiette de spaghettis. D'après vous, qu'est-ce que la machine voyait? Voilà ce qu'elle voyait, la machine. Ok? Bien, alors maintenant, aujourd'hui, on en est où? L'intelligence en réseau a agi, puisque le code a été ouvert à tous les développeurs, à tous ceux qui voulaient rajouter leur grain de sel dans l'histoire. Alors, je vous ai fait une petite simulation avec du chat GPT gratuit. Ok? Aujourd'hui, l'IA, quand vous lui donnez une image comme celle-là, c'est une voiture, hein, c'est simple, ben, elle est capable, parce qu'elle a tellement appris, on l'a tellement nourrie, elle a fini par détecter, par exemple, aujourd'hui, elle est capable de détecter, l'IA est capable de détecter la marque d'un peintre célèbre, le doigté d'un peintre célèbre. Ben, j'ai demandé à ChatGPT de m'interpréter cette image à la Picasso, à la Van Gogh, à la Magritte, à la Klimt et à l'Archimboldo. Aujourd'hui, elle est capable de faire ça. Mais attention, je ne vous dis pas tout. Même là, elle a halluciné, l'IA. Quand j'ai prompté l'IA en lui demandant d'interpréter l'image à là, okay, quand j'ai mis Magritte puis Klimt, ben, l'IA, elle m'a interprété du Klimt à la Magritte. Donc j'ai dû repartir au début. Très important. Très important d'être transparent. Très important de voir les limites de la machine. Et très important de savoir de quoi on parle. Il se trouve que j'aime bien la peinture, et que, voilà, j'aime bien l'art, et que je connais ces peintres. Ok? C'est juste, je voulais m'amuser un petit peu avec vous. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Il y a des millions de définitions. On va prendre la définition de l'OCDE. Système automatisé qui, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, est en mesure d'établir des prévisions, de formuler des recommandations ou de prendre des décisions influençant des environnements réels ou virtuels. C'est un système qui est censé être capable de, dans certains cas, percevoir, apprendre, raisonner, mais de manière logique, sans intuition, sans innovation, basée sur des probabilités. Ça va raisonner, si A implique B et B implique C, la machine vous dira, bon ben A doit impliquer C. Voilà, c'est tout. Mais elle ne va pas vous inventer un D ou un E qui n'existe pas encore. Okay, et va pouvoir interagir avec l'environnement. Si on lui change ses données, ben elle va pouvoir réagir différemment. Très bien. Attention. Attention à l'illusion. Alors dans les articles de recherche, parce que ma collègue a décrit le problème d'un devoir parfaitement rédigé par l'IA, etc. Il y a une illusion de scientificité, ce qu'on appelle. Okay, ça donne l'impression d'être bien écrit, ça donne l'impression d'être correct. Mais un vrai expert va détecter l'IA, s'il n'y a pas l'humain qui a mis sa patte dedans. À ce jour, une IA peut uniquement simuler notre intelligence, l'intelligence humaine, mais ne comprend pas ce qu'elle fait. Les IA génératives, je ne sais pas si vous le savez, les IA génératives textuelles qui génèrent du texte sont pour la plupart basées sur la probabilité que deux mots soient l'un à côté de l'autre. Vous voulez qu'un médecin utilise un diagnostic fait par l'IA basé sur la probabilité que deux mots soient l'un à côté de l'autre? Ça fait frémir. Alors, les IA, certaines IA peuvent être excellentes dans des tâches précises, parce qu'elles ont été fine-tunées, entraînées sur ces tâches par des experts. Mais elles ne possèdent pas une intelligence générale comme nous en avons tous. Nous avons des spécialités, nous avons nos domaines de compétences particuliers, mais nous avons une intelligence générale. Okay, les IA n'en possèdent pas. Alors, il se trouve que je lisais, quand je préparais cette présentation, on m'avait parlé d'articles qui étaient en train de paraître, etc. Et puis, il y en avait un qui parlait du taylorisme des cols blancs. Alors, oui, taylorisme. Alors, le taylorisme, à l'origine, décomposait les tâches des cols bleus, des ouvriers, pour les optimiser. L'IA permet de décomposer un certain nombre de nos opérations mentales pour les optimiser. On va regarder les parallèles, c'est moi qui les ai faits. Mais pour moi, c'est rien de nouveau, cette histoire de taylorisme. Mais c'est intéressant parce qu'il faut aller au bout du raisonnement.
Le but réel du taylorisme était de faciliter la vie des ouvriers. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Taylor. Taylor, à l'origine, c'était un homme issu d'une famille très aisée, et qui voulait devenir ingénieur, mais il était myope. Et à l'époque, quelqu'un de myope ne pouvait pas devenir ingénieur. Donc il a dû commencer en bas de l'échelle. Il était ouvrier lui-même. Et il a gravi tous les jalons pour devenir ingénieur par la pratique. Mais il a mis les mains dans le cambouis. Il s'est crevé de travail avec les ouvriers à déplacer 10 fois quelque chose alors qu'il aurait pu le faire une seule fois. Et il s'est dit, il faut rationaliser. Donc l'idée d'origine du taylorisme était d'aider l'ouvrier, pas d'aider les patrons pour optimiser leurs profits. C'était d'aider les ouvriers. Très bien. Le but premier de l'IA est de faciliter la vie des cols blancs, les cadres, afin d'enlever de nos tâches les tâches répétitives, ennuyeuses, non créatives. Alors, il y a des tâches répétitives dans ce que l'on fait. Et on peut les confier à une machine. Mais en ce qui concerne l'innovation, la créativité, aucune machine ne pourra la remplacer. Vous avez bien vu mes tableaux, là, ma voiture interprétée. Si on n'avait pas montré à l'IA tous les tableaux de Van Gogh, tous les tableaux de Picasso, mais il ne pouvait pas inventer la patte de Picasso ou la patte de Van Gogh. C'est pas possible. Donc, l'innovation, la créativité ne pourra jamais être dans une IA. En ce qui me concerne, tel que je comprends l'IA, elle peut très bien résumer et synthétiser de manière certainement plus efficiente que la nôtre, humain. Parce qu'elle a des grosses capacités de mémoire que nous n'avons pas. Mais à ce jour, elle ne peut ni inventer ni innover. Et elle ne peut pas réfléchir au-delà de ce qu'on lui a donné à manger. C'est pas possible. Alors, est-ce que c'est positif, l'intelligence artificielle? Ou bien, comme un monsieur ici semblait dire, il fallait faire très attention, oui, mais... Alors, si on reprend la comparaison, le taylorisme a été abusé, bien sûr, il y a eu les grands méchants patrons capitalistes qui ont abusé des ouvriers. On a tous en tête le film de Charlie Chaplin, vous savez, qui devient complètement fou parce qu'il ne fait plus qu'une seule tâche au milieu de toutes les machines et qui en devient fou. Mais au-delà de ça, le taylorisme a eu des effets positifs. Alors l'IA maintenant, on a vu qu'elle pouvait aider pour les tâches les moins innovantes, nous faire gagner du temps, mais ça peut aussi nous permettre d'accéder à la connaissance plus rapidement. Ça peut aussi nous rendre plus rentables. Alors là, on rentre dans le capitalisme le plus dur, à l'époque, même de l'époque de Taylor. Mais au-delà de ça, vous allez voir qu'il y a un autre côté, moi, que je trouve assez sympathique, au-delà de nourrir les patrons. Il y a plusieurs éléments sur lesquels il faut faire très, très attention, à mon sens. Les outils d'IA spécialisés, ce qu'ils appellent maintenant les agents, qui sont des IA fine-tunées, supervisées par l'humain, etc., elles sont sans danger seulement si l'utilisateur comprend l'outil qu'il utilise, ses apports et ses limites. Et seulement si l'utilisateur est quelque part expert du domaine dans lequel l'outil est utilisé. En ce qui concerne les outils d'IA générative, c'est parfait pour scroller le web. Ça vous fait gagner du temps. C'est-à-dire que ça va vous résumer là où on devait surfer de site en site sur Google pour aller trouver la bonne information. Aujourd'hui, si vous savez prompter une IA générative généraliste, j'entends, vous allez avoir vos résultats beaucoup plus facilement. De quoi se plaint le peuple? C'est quand même plus sympathique. Mais un grand mais. Si vous n'êtes pas expert dans le domaine sur lequel vous demandez à l'IA d'intervenir, là, c'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux. Donc, il faut tout vérifier et détecter les hallucinations. Pensez à mon plat de spaghettis. Alors, l'importance. Moi, je vous ai pris comme... Bien entendu, je ne peux pas ne pas parler de ce que je fais aujourd'hui et de mon entreprise. J'ai pris un exemple très pratico-pratique. Ce que nous commercialisons, c'est une intelligence artificielle pour aider les chercheurs à faire des revues de littérature scientifique, des états de l'art scientifique. Rappelez-vous de la naissance de l'entreprise pendant le Covid, où des milliers d'articles arrivés d'Asie qui avaient connu le Covid avant nous, les médecins n'avaient pas le temps de tout lire, n'avaient pas le temps de trier ce qui était le plus important. Ils étaient occupés à essayer de nous sauver la vie, donc ils n'avaient pas le temps d'aller tout lire. Donc
l'outil qu'on a développé, ça vous synthétise. Et aujourd'hui, il y a 17 000... Écoutez bien, hein, aujourd'hui, il y a 17 000 articles scientifiques qui paraissent tous les jours, toutes disciplines confondues. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, 17 000 articles scientifiques. Aucun esprit humain ne peut maîtriser cela. Donc je vous ai pris comme exemple quelque chose que je connais, humblement, c'est l'intelligence artificielle pour aider à faire des états de l'art scientifique, très simplement. Il y a une solution américaine, vous savez, les grands méchants américains, Open Evidence. Alors Open Evidence est maintenant bloqué au niveau européen. Je ne sais pas si c'est l'Europe qui a bloqué Open Evidence ou Open Evidence qui a décidé, qui a été financé par Google à hauteur de 20 milliards de dollars, je ne sais pas. Ok, je ne sais plus le chiffre exact, enfin c'était complètement fou. Mais Open Evidence n'est plus disponible en Europe, n'est pas disponible en Europe aujourd'hui. C'est le chat GPT de la médecine. Ok, c'est pour les médecins. C'est ouvert et gratuit à tous les médecins. Très bien. Nous, on est nés du Covid pour aider les médecins. On est bien d'accord, dans la même... ok, mais on fait des choses complètement différentes. Ok. J'ai pris comme exemple le traitement du psoriasis pustulaire, parce que j'ai eu à faire ça pour un médecin. Voilà, pour l'aider. Okay. Traité par Open Evidence, ah ben on a une revue, oui, on a une synthèse de 7 articles scientifiques. Pourquoi ces 7 articles? On ne sait pas. Comment ils ont été choisis? On ne sait pas. On doit faire confiance à la machine. Et il y a des médecins aux États-Unis, il y a plein de médecins, il y a des milliers de médecins qui utilisent ça pour soigner leurs patients. Hein. Voilà, on ne sait pas, mais ça nous analyse. Alors, c'est relativement cohérent. Les 7 articles porte bien, a priori, sur le sujet. Mais pourquoi c'est cet article, on ne sait pas. En ce qui nous concerne, il y a 505 articles, enfin le jour où j'ai fait cette recherche, hein, parce qu'à l'époque j'avais accès à Open Evidence, aujourd'hui plus possible, il y avait 505 textes sur le sujet, dans des revues scientifiques. Et en ce qui nous concerne, on prend en compte tous les articles scientifiques, on met en exergue ceux qui ont eu le plus d'impact en médecine, et on cartographie le domaine. Okay. Maintenant, si vous êtes malade, vous avez un proche malade, vous préférez être traité par un médecin Open Evidence ou un médecin Scanlit? À vous de vous poser la question. À propos, notre solution est utilisée au CHU de Nice, hein, dans le pôle soins critiques et réanimation. Alors, est-ce que nous sommes en danger? Alors, le taylorisme, je voulais expliquer, était pensé à l'origine vraiment pour aider les ouvriers. L'IA. Tout à l'heure, quelqu'un a mentionné MOSC. Okay. Alors, elle a été pensée à l'origine, Dixit MOSC. Hein. Je n'ai pas été vérifié exactement dans les livres. Okay. Il y a un article sur le sujet, vous allez voir, je vous ai donné la source. À l'origine, ça a été pensé pour les cols blancs. Et le but de MOSC, en tous les cas ouvertement annoncé, c'était sans but lucratif. Et aujourd'hui, MOSC poursuit Altman, qui est le cofondateur, et on a 2 versions de l'histoire. Alors, je vous invite à lire l'article, mais je vous l'ai résumé en quelques mots. Hein. Alors, à l'origine, OpenAI devait développer l'IA de manière responsable et pour bénéficier à l'humanité. Okay. Version Altman. MOSC était d'accord en 2017 pour qu'on transforme le non lucratif en lucratif. Et je ne peux pas tellement critiquer ça. Nous, on a été forcés de transformer une association sans but lucratif en société à but lucratif pour voir nos recherches subventionnées. Donc, pourquoi pas, ok? Mais Altman dit, en fait, il se bagarre avec nous aujourd'hui parce qu'il a vu ce qu'on a fait et qu'il voulait prendre la tête de l'entreprise. Version MOSC. Il a produit un email où clairement en 2018, il disait à ses collègues, ou bien vous vous en allez faire ce que vous voulez ailleurs, ou bien on continue avec OpenAI comme un non-profit, une entreprise, enfin une entité sans profit. Et il a arrêté ses investissements et il est sorti de l'entreprise. Okay. Donc la suite au prochain numéro, hein, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. En 2022, OpenAI a mis ChatGPT à la disposition de tous, mais on a fait aussi quelque chose de très lucratif, comme vous le savez, puisqu'ils utilisent nos données. Enfin voilà. Alors, la question était celle-là, de laquelle je suis parti. Hein. Pillage de la raison ou enrichissement du savoir. Alors, il y a différents courants de pensée. Je ne vais pas vous parler de philosophie et vous endormir dans l'après-midi. Brièvement, il y
il y a beaucoup de courants de pensée philosophiques. Alors, il y a un courant de pensée qui vous dit que la technologie est un moyen pour l'humain de dépasser ses limites biologiques et de les améliorer. Et quand on pense à des grands blessés dont on remplace une jambe ou un bras par quelque chose animé par l'intelligence artificielle, on se dit bon, oui, peut-être, oui. Tant que c'est pas fait pour. Il y a beaucoup de débats là-dessus. On peut aussi prendre comme position que l'humain et la technologie sont inséparables. C'est-à-dire que l'un ne peut pas évoluer sans faire évoluer l'autre. Et enfin, on peut complètement remettre en cause la frontière qui nous sépare des machines. Okay, et qui sépare les formes de vie des formes inanimées, on va dire. Okay, mais on ne va pas philosopher. Moi, je vais vous donner ma position et ça n'engage que moi. Pillage de la raison? Catégoriquement non. Si on pille notre raison, c'est qu'on l'a bien voulu. C'est qu'on a voulu donner à la machine ce qu'on lui a donné. Donc, comme dans toutes les grandes révolutions technologiques, c'est à nous, humains, de décider ce qu'on veut en faire. Et si ça se passe mal, c'est notre faute. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, pillage de la raison, non, absolument pas, sauf si on est stupide. Enrichissement du savoir? Parfois, ça peut effectivement, moi personnellement, je trouve que mon savoir, en parlant à titre personnel, j'ai acquis beaucoup de choses par le biais d'intelligence artificielle que je n'aurais pas eu le temps d'acquérir autrement, humblement, pour une question de temps. Okay, mais ça dépend des IA qu'on utilise et comment on les utilise. Rappelez-vous l'histoire d'Einstein, et de ce qui s'est passé après, de la bombe. Okay, il n'avait pas forcément pensé à ça, Einstein. Alors, la question c'est ça. Est-ce qu'on va être remplacé par une machine? Moi, je propose une autre vision, qui est le copilotage de l'homme et de la machine. Marchez main dans la main. Et remarquez que l'homme ici, qui est contraint avec son beau costard-cravate et sa mallette, etc., ici, il est cool, il est relax, il a plus de temps libre, il a le temps de voir sa famille, et ses amis, et ses enfants. Mais il laisse l'IA faire les tâches pour lesquelles elle a été pensée, entraînée, et qu'il a vérifié lui-même avant d'utiliser. Voilà, merci. Merci Isabelle. Oui, merci Isabelle. Isabelle met à disposition un ouvrage qu'elle a écrit, qui est à la librairie là-bas. Voilà, ça s'intitule « Découvrir de nouvelles théories, une approche mixte et enracinée dans les données ». Ça, c'était pour information. Des questions, je crois. Des questions. On commence avec la première. On change de lieu un peu. Merci. Je suis au fond de la salle, près du radiateur. Voilà. Merci pour vos interventions, ainsi que pour Madame Colès tout à l'heure. C'était vraiment passionnant. Et ce qui est bien, c'est que vous avez bien mis noir sur blanc, justement, le fait que l'IA peut être à la fois magnifique et terrifiante. Et donc ça, c'est vraiment... Parce on n'entend pas aussi souvent que ça, ce message. Alors, vous disiez, le mieux, c'est de copiloter. Donc, que pensez-vous concrètement d'événements qui se sont passés récemment? Le premier, c'est en Colombie, où aux élections législatives, peut-être le savez-vous, il y a une candidate IA, donc on a présenté avec toute la mythologie colombienne derrière elle, etc., qui portait toutes les belles valeurs. Et autre exemple, en Albanie, une ministre IA, une femme, entre guillemets, plein de guillemets, qui s'est trouvée au bout de quelques temps enceinte. Et là, quand même, la barre était un peu trop haute. Et ses collègues ministres ont dit, mais ça suffit de nous mettre cette ministre IA dans les pattes. Est-ce qu'on ne peut pas la... Et alors, la ministre IA, eh bien, s'est plainte. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais c'est de la discrimination. Moi, je ne suis qu'une machine, je suis là pour servir l'humanité. Voilà, donc que pensez-vous de ce copilotage qui nous pend un peu au nez, néanmoins? Alors, déjà, moi, je pense que ce que vous relatez est très intéressant, et je pense que ce n'est qu'une caricature de ce que nous autres humains sommes. Ça ne fait que caricaturer nos propres comportements. Mais bien avant toutes ces histoires d'IA, je crois que c'était il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une jument qui a eu sa licence à l'université de Paris-Nanterre. Donc il n'y avait pas d'IA à l'époque, enfin il n'y avait pas ce qu'on appelait l'IA d'aujourd'hui.
Donc les bêtises humaines, la bêtise de l'automatisation, quelle qu'elle soit, ça vient pas de l'IA, ça vient de l'humain. Nous sommes bêtes. Et nous transposons notre bêtise à la machine. Je suis navrée d'avoir à le dire. C'est mon avis. Alors, prochaine question. Écoutez, je vais voir un député la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Donc je vais essayer de transmettre. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Hein, parce que je vais essayer de faire voter des budgets pour les universités. C'est pas gagné. Prochaine question, Isabelle. On est de ce côté. Où ça? Bonjour madame, ici. Bonjour madame, merci pour votre présentation. Quand vous disiez que Open Evidence avait été refusé par la Commission européenne, en tout cas... Je ne sais pas s'il a été refusé, il est bloqué aujourd'hui. Bloqué en Europe, est-ce que c'est pas tout simplement par l'AI Act? Bien sûr, mais je pense... Okay. Non, mais c'est pas clair. Sur l'IA, justement, si vous regardez les news, la synthèse des news sur le web, c'est pas clair pourquoi aujourd'hui Open Evidence n'est plus disponible en Europe. On ne sait pas si c'est parce que l'IA Act l'a bloqué ou parce que Open Evidence a décidé qu'ils avaient suffisamment de boulot ailleurs pour l'instant. Parce que c'est passionnant, parce que beaucoup de gens vont dire encore une norme, un truc comme ça. L'IA Act a des conséquences très très positives parfois. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et très importante. Une des conditions de l'IA Act qui me paraît essentielle et dont on ne parle pas assez souvent, c'est la transparence. La transparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous posez une question à la machine, que vous obtenez une réponse à la fin, c'est pas une boîte noire au milieu. Vous savez ce qu'elle a fait, la machine. C'est ça, la transparence. Or, toutes ces IA génératives, ce sont des boîtes noires. On a parlé de remplacement. Mais on constate maintenant que l'IA remplace le biberon. Donc, dans les berceaux, on voit le bébé qui joue avec un téléphone. La question est de l'implantation de l'IA dans le corps humain. D'abord, on implante ça quelque part, ça se réduit, et ensuite, on utilise les interfaces humaines, la parole, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc., pour faire fonctionner l'IA. Donc, l'IA plus le corps humain, ça fait une pièce seulement. Alors, comment voit-on ça? Alors, c'est une vraie question que vous posez en particulier sur les enfants et le danger, etc. Il se trouve que je suis mère de famille nombreuse aussi, et grand-mère aussi, et que la jeune génération de parents est parfaitement au courant des dangers de la technologie. Et aujourd'hui, tout jeune parent qui se respecte ne donne pas de technologie entre les mains d'un jeune enfant avant 3 ans déjà. Moi-même, quand je veux montrer une photo à un de mes petits-enfants, je me fais engueuler. C'est une techno, une photo. Bon, ok. Donc les jeunes parents aujourd'hui sont très au courant des dangers de la technologie pour les très jeunes enfants. Donc l'histoire d'une IA dans le berceau, la seule raison valable que je pourrais envisager de voir une IA pas loin d'un berceau, c'est pour monitorer un enfant, pour surveiller un enfant qui pourrait s'étouffer ou ce genre de choses. Mais je ne vois pas trop ou un enfant malade qui pourrait être monitoré. Je ne vois pas d'excuse pour mettre une IA près d'un jeune bébé. Donc ça je peux répondre que par rapport à ma perspective, à mon avis. Maintenant, les risques de l'IA implantée dans le corps humain, je pense qu'on en est encore loin aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, l'IA, surtout en médecine, je pense aux exosquelettes, de permettre à des gens qui étaient paralysés depuis des années de remarcher, etc. Il y a quand même beaucoup de bien qui est fait avec l'IA, toutes les entrées mises à part. Et je pense que globalement, alors sauf avec des gens qui poussent les choses à l'extrême, mais je pense que globalement, cette intelligence en réseau où on peut fédérer la connaissance humaine et la mettre en réseau à la disposition de tous, je pense que pour moi c'est positif si on l'utilise correctement. D'ailleurs, le motto de notre... Pardon ? Oui. Mais le côté négatif, il dépend de nous. Il dépend de nous comment on utilise l'IA. Isabelle, une dernière question. Merci. Je suis une petite utilisatrice d'une IA générale depuis moins d'1 an et je suis très étonnée par la façon dont le langage de l'IA tend à faire penser que cette machine a des sentiments, des idées, qu'elle pense.
La syntaxe utilisée vise à nous faire penser qu'on est face à une personne vivante. Alors, bon, moi je sais que ce n'est pas le cas, mais je comprends très bien que des gens peut-être moins instruits ou des enfants puissent tomber dans le panneau et tomber dans l'addiction dont on a souvent parlé, avoir un compagnon pour parler, un compagnon voire amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi cela est-il permis de leurrer les gens à ce point-là? Si vous lisez un minimum et si vous regardez un minimum ce qu'il se passe, vous avez vu l'histoire de Deep Dream et comment l'IA est entraînée, etc. Donc, pourquoi l'IA aujourd'hui parle comme un humain? Mais parce qu'on l'a nourrie avec des milliards et des milliards de données humaines. Okay, on a nourri les machines, donc elles vont reproduire ça. Donc, c'est pas étonnant que ça ressemble à un humain. Mais effectivement, vous avez raison, il y a des personnes isolées, des personnes en situation difficile qui peuvent se tourner vers l'IA comme d'un ami, comme on se tourne vers un ami, etc. Tout à fait. Mais là encore, ça passe par l'éducation. Et c'est pour ça l'intervention de ma collègue, je ne sais plus où elle est, oui, l'intervention de ma collègue tout à l'heure est importante. Beaucoup de choses, comme dans toutes ces ruptures technologiques, beaucoup de choses passent par l'éducation, passent par la connaissance. Les établissements d'enseignement ont un rôle énorme à jouer là-dedans pour éduquer les jeunes et leur apprendre. Il n'y a pas un frein qui pourrait être trouvé à ça. Un frein qui... Mais, enfin, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est pas sympa, comme dit ma collègue, d'avoir une IA qui nous répond super question? Pourquoi pas? Il y a plusieurs choses qui ont été traitées. Madame a super bien traité les avantages et les inconvénients, mais de deux choses différentes. Ce sont les codes qui servent pour les exosquelettes, etc. Ça, c'est de la programmation, c'est pas vraiment de l'IA. Et les IA génératives qui terrifient tout le monde. Les IA génératives, ce sont des combinaisons d'addition, de multiplication et de somme. C'est rien d'autre que ça. N'importe quel gamin. Et des probabilités. Et donc, à qui on a fait ingérer tout ce qui traînait de public sur le net, c'est-à-dire tous les textes, toutes les musiques, toutes les images, tout ce qui était public, et qui a trouvé des relations entre des morceaux de mots, les tokens, et des morceaux d'images et des morceaux de sons, dans un espace qui est à des dizaines de milliers de millions de dimensions. Il a trouvé des relations là-dedans. Et ces relations sont des relations probabilistes. Donc en fait, ce que vous fait l'IA générative, c'est vous ressortir, quand vous mettez le mot papa, maman, il va vous chercher le mot famille, bébé, sœur, oncle, tante. Je peux vous montrer un exemple. Je me suis amusée avec Bouillabaisse, Pétanque et Provence versus Menhir, Bretagne et Marais. On les voit, elles habitent dans des espaces différents. Donc, ce sont des relations de probabilité. Et si vous voyez les IA génératives qui vous répondent, vous voyez qu'elles mettent du temps à sortir les mots les uns derrière les autres. C'est pas parce que c'est le temps de relais avec le serveur, c'est parce qu'à chaque mot qu'elle génère, elle le re-rentre dans ce qu'elle met, ce qu'elle a, votre prompt, votre question, et elle va générer quel est le mot probable, le token, le morceau de mot, le plus probable qui vient après. C'est pour ça que ces IA génératives hallucinent. C'est parce que vous avez une réponse qui est une probabilité d'être ce que vous voulez. Simplement, je peux le faire, je le disais avec Christophe, je vous dérègle l'IA générative en 1 seconde et je la fais délirer autant que je veux. C'est-à-dire que je vais changer l'espace des probabilités dans lequel elle va pouvoir travailler. Tu as le droit à l'espace le plus probable, elle a une réponse cohérente. Et pourquoi elle parle de manière totalement péremptoire? Galbraith disait, elle est toujours dans l'erreur, jamais dans le doute, parce qu'elle ne fait qu'imiter les relations des mots qu'elle a lus et les milliards de mots qu'on lui a fait lire. Et si je peux me permettre, en particulier sur les grandes IA génératives généralistes, rappelez-vous qu'elles se nourrissent du web avec toutes les fake news,
toutes les informations inexactes, incorrectes. Non. Voilà. Il y a ça à prendre en compte aussi. Hein. Voilà, et ça c'est l'avenir. C'est un des gros problèmes d'avenir qui n'a pas été abordé. C'est comment nourrir les IA de demain, parce qu'elles apprennent des choses fausses aujourd'hui. Et comme Isabelle m'a fait exactement le même commentaire, et maintenant on a moitié, voire les 3/4 de bouillon de culture indiscernable pour l'IA d'un contenu humain, mais qui n'a aucune valeur parce que c'est juste... Mais il y a des solutions, hein. Il y a des solutions. Alors je prêche pour ma paroisse peut-être, mais c'est quelque chose auquel je crois profondément. C'est pas juste une entreprise qu'on m'a demandé de créer, etc. Si je suis encore là en train d'y travailler, c'est que j'y crois vraiment de manière profonde. Il y a des moyens de moyenner, parce que là j'ai vulgarisé, mais si on parle de type d'IA, il y a les IA déterministes, et les IA probabilistes. Alors c'est un peu simplifié aussi, c'est toujours simplifié. Mais enfin, en gros, si on considère ça, si on laisse faire à l'IA probabiliste ce pour lequel elle a été prouvée d'être meilleure que l'humain, c'est-à-dire la synthèse d'un texte ou le résumé d'un texte, parce que l'action de l'IA est complètement circonscrite à l'intérieur d'un texte, donc elle ne va pas trop délirer. Elle a un texte avec les probabilités de mots dans le texte. Hein. Donc voilà. Si on laisse à l'IA probabiliste ce pourquoi elle est bonne, ce pourquoi elle surpasse l'humain, et qu'on la guide avec des IA déterministes qui l'empêchent, qui d'une part l'empêchent d'halluciner, et d'autre part assure la traçabilité demandée par l'IA Act et la transparence demandée par l'IA Act européen, là on a quelque chose. C'est ce que nous faisons. Mais on a du mal à faire comprendre. Hein. Bon, non. Je suis obligé de reprendre la main. On a trouvé le sujet du prochain colloque dans quelques mois. On va faire une journée complète sur l'IA. Les intervenants sont encore là. Il y a quelques pauses. N'hésitez pas à aller les voir et à aller leur poser des questions. On a eu une question sur sur l'IA intégrée plus ou moins au corps. On voulait vous montrer ça. Ça dure 1 minute et demie. C'est très court. Ça se passe au pôle Alpha, à Sophia Antipolis. Je vous laisse découvrir. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis le fondateur de Somenity, qui est une start-up dans laquelle on conçoit et on déploie des exosquelettes pour les personnes atteintes de handicap moteur et dans le milieu de l'industrie. On travaille aussi dans le milieu de la rééducation pour permettre de réduire les temps de rééducation. Tout ça, on le fait en permettant de réduire le coût des dispositifs pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors Somenity, je l'ai lancé pour un ami à moi qui est atteint de sclérose en plaques, qui est du coup handicapé moteur et qui n'a pas la possibilité de se déplacer sans son fauteuil roulant. Et aujourd'hui, malgré qu'on soit en France, dans un pays évolué, on voit que l'accès en fauteuil roulant n'est pas le même partout. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur des exosquelettes peu chers qui permettraient à n'importe qui de pouvoir remarcher. Alors j'ai choisi Somenity pour, en plus d'avoir un but dans l'ingénierie, aussi avoir un but humain. Et je sens qu'avec la recherche et le développement fait chez Somenity, on a vraiment la possibilité d'aider pour un meilleur futur.